Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de lecture de sciences humaines et sociales. Nous sommes évidemment plus précisément sur le livre de Emmanuel Bobatti, toujours donc transfuge de sexe. On est sur un contenu qui est ce qui est. Voilà. On va continuer à creuser ça, voir si on tombe sur des choses un peu plus pertinentes, même si je dois avouer ne pas être particulièrement optimiste sur ça. Mais bon, sur un malentendu, qui sait. Sur un malentendu, qui sait. J'espère au moins pas de rhétorique incel, genre meilleur accès au sexe. J'espère que non. J'espère que non. Non, là c'est le transmatérialisme, c'est un courant de pensée qui est notamment développé par des personnes trans. Donc j'ose espérer qu'on va pas aller là-dessus. Bon, il y a quand même un côté un petit peu oh, les hommes trans subissent tellement, c'est tellement dur pour les hommes trans, ah là là, qui est un peu bon. Je trouve qu'encore une fois, faire de la hiérarchie au niveau des souffrances, c'est éclaté au sol. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc bon, on va voir où ça nous mène. Je reprends. Toutefois, ce traitement préférentiel des transitions FTM révèle aussi certains stéréotypes associés à la féminité. Comme n'importe quelle science, les théories queer sont traversées par le genre, bien qu'il s'agisse de leur objet d'étude. Julia Serrano pointe que ce décalage de prise en compte entre les MTF et les FTM révèle une forme de sexisme intracommunautaire à l'égard des femmes trans. En effet, il n'est pas rare que dans les études féministes, ces derniers soient considérés comme des dupes du patriarcat. En témoigne le tristement célèbre ouvrage de Janice Raymond intitulé L'Empire transsexuel, paru en 1979 aux États-Unis. Cette théoricienne considère alors les MTF comme des fausses femmes, fabriquées par des médecins, en l'occurrence ici des hommes, de sorte à ce qu'elles soient dévouées au maintien de la domination masculine. Selon elle, ces femmes artificielles coloniseraient les milieux lesbiens et féministes dans le but de les éradiquer. Encore bien souvent mobilisée, cette représentation est toujours très vivace dans certaines franges des milieux féministes, où elle justifie l'exclusion des MTF. Oui, donc là, en fait, on est juste en train de parler des TERF. Est-ce que je peux considérer les TERF comme des féministes ? J'en doute. Personnellement, j'en doute très fort. Et du coup, venir racoler les TERF et les études queer, pour faire un mélange entre les deux, genre les études queer, c'est les études TERF. C'est un raccourci, on va dire ça comme ça. C'est un raccourci. Vraiment, il y a un angle dans cet ouvrage qui me pose problème. Et effectivement, vulga droit, c'est malveillant. C'est malveillant. Si cette vision des choses est critiquée par les mobilisations et approches queer, elle est relayée d'une manière très inconsciente au sein même de ce champ d'études. En effet, dans un souci de légitimer la place des FTM au sein des mouvements féministes, leur masculinité y est toujours présumée plus subversive que la féminité des MTF. Ce traitement différencié peut alors venir renforcer des représentations de genre traditionnelles. Aux hommes le pouvoir d'agir et de subvertir, aux femmes la dépendance et le poids des normes. Je ne soutiens guère cette vision parce que, encore une fois, on généralise quelque chose et non, en fait. Explication monocausale à toutes les sauces, tout le temps. Va peut-être falloir un petit peu prendre du recul à un moment donné, en fait. Enfin, je sais pas, c'est... Bref. Je continue, je reprends. Les hommes trans, eux-mêmes, peuvent pâtir de ce double standard. Dans le champ des études queer, il existe des conflits généralement qualifiés de guerre des frontières. Ce terme désigne alors les débats souvent houleux autour de la ligne de démarcation entre les catégories de trans, de gays, de lesbiennes. Qu'est-ce qui sépare les femmes trans des gays folles ? À partir de quand n'est-on plus une lesbienne butch et devient-on un homme trans ? Ces deux questions ne sont pas posées de manière équivalente. La frontière entre les catégories FTM et de lesbiennes butch interroge davantage que celle qui sépare les MTF des gays folles.
pareil, là en fait on va faire une généralité. C'est pas parce qu'il y a 3 pecnos qui sont des grosses tanches qui reproduisent des débats, on va dire, oppressifs qui visent à faire à des attaques sur les gens qui appartiennent pas à ton groupe, etc. Un truc général, enfin. Voilà. Ça essentialise beaucoup pour du matérialisme. Oui, en effet. Le théoricien Jacques Halberstam, par exemple, estime qu'établir une distinction stricte entre les 2 premiers groupes engendre les stigmatisations mutuelles. Pour les Butch, les FTM trahiraient leur classe. Pour les FTM, les Butch seraient prisonnières de la norme 6. Or, d'après lui, les deux ont leur place sur ce qu'il nomme le continuum de la masculinité. Quant à l'anthropologue états-unien Gail Rubin, elle défend l'inclusion des hommes... états-unienne d'ailleurs, pardon. L'inclusion des hommes trans dans les milieux lesbiens. Ils sont souvent considérés comme des traîtres à la cause, en plaidant la perméabilité des 2 catégories. Mais in fine, le flou qui entoure les transitions en masculin et leur séparation d'avec les Butch peut être interprété comme une difficulté à accepter la pleine appartenance des FTM, sommés d'être subvertifs, au groupe des hommes. En cela, les études queer entretiennent à leur manière le refus médical de leur accès à ce sexe. Ok. La différence entre une butch et un homme trans, bah la butch c'est une femme, l'homme trans c'est un homme. Encore une fois, bah, c'est dans la même veine de ce qu'on vient de lire. C'est vraiment le coup du viens, on essentialise à balle, viens, on prend un petit truc dans un coin, puis on en fait une énorme généralité, et ta gueule, TKT, c'est comme ça, et puis c'est tout. Pas. Oui, complètement. Oui, au cas où les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas, Butch, effectivement, c'est une attitude, c'est un style. C'est pas une identité, en fait. C'est pas... ça n'a pas de sens. C'est pour vous faire une comparaison, c'est comme si on plaçait sur le même niveau, bah, par exemple, mon étiquette rôliste et mon étiquette non-binaire. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un truc qui va pas. Dans un des 2 cas, on parle de mes loisirs, on parle de mes centres d'intérêt. Dans l'autre cas, on parle de ce que je suis, de qui je suis, en fait. Ce n'est absolument pas 2 choses qui sont équivalentes. Ça n'a aucun sens. C'est pas pertinent. Genre vraiment, t'es là en mode, mais enfin... Bah, d'accord. Ok. Et un transmac peut avoir un style butch, oui, complètement. Encore une fois, le matérialisme, c'est pas mauvais en soi, mais il risque trop de rester cloisonné dans le cadre où il émerge, en l'occurrence l'Occident, et donc la propension à virer réactionnaire ou conservateur est forte, comme tout le reste. Oui, je reviens encore une fois sur le fait que le matérialisme, en tant que tel, je ne parle pas là spécifiquement du transmatérialisme, même si on est sur un livre, un ouvrage qui parle du transmatérialisme, le matérialisme, c'est prendre seulement ce qu'il y a devant nos yeux, là, maintenant, tout de suite. Et principalement, le matérialisme est fait sur l'Occident par des personnes blanches. Autrement dit, ce que tu as devant les yeux, c'est déjà cadré par ce que tu es capable de voir et par ce que tu nies, qui est déjà un petit problème. Ensuite, tout simplement, dans des sociétés oppressives comme les nôtres, racistes, suprémacistes blanches, validistes, transphobes, etc., etc., ça empêche tout simplement à une certaine émergence d'un beaucoup de contextes, en fait. Ça empêche la réalité de beaucoup de choses. Parce que, d'un point de vue matériel, nos sociétés les en empêchent. Donc du coup, tu as non seulement une écueil sur ce que tu es capable de voir, mais tu as une écueil aussi sur ce que tu observes. Et tu mélanges les deux, du coup, ça fait beaucoup d'écueils quand même. Et si derrière, tu viens faire du transmatérialisme ou n'importe quel truc réductionniste matérialiste, ça veut dire que dans ce cadre où déjà tu as des énormes écueils, tu viens prendre un tout petit morceau pour l'étudier à la loupe, avec du coup encore moins de trucs visibles, puisque du coup tu réduis encore l'endroit où tu regardes. Donc tu augmentes d'autant plus les écueils. Donc on est vraiment sur un truc qui, encore une fois, dans certains contextes, pour faire un état des lieux spécifique, dans un contexte particulier, à un temps donné, oui, pourquoi pas. Ça peut avoir un intérêt. Très bien. Mais ça s'arrête à ça, en fait. Si tu viens en faire une analyse des sociétés, ça va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fondamentalement marcher. C'est pas possible. Parce que tu mets trop de choses sous le bus, en fait. Et du coup, in fine, tu mets beaucoup trop de gens sous le bus.
Donc c'est vraiment... c'est réduit, quoi. On va dire ça comme ça, c'est particulièrement réduit. Je reprends. La fabrique des trans n'est autre que l'histoire d'une lutte pour la légitimité de ce champ scientifique. Au cours du siècle dernier, différentes approches médicales se sont affrontées avec des hypothèses et des propositions bien distinctes. La thèse sexologique a plaidé en faveur du traitement des corps trans, là où les psychiatres plus puissants voulaient traiter les âmes. Les trans eux-mêmes se sont invités dans cette controverse. En s'appropriant stratégiquement la parole des sexologues, en contournant le diagnostic psychiatrique, ils sont parvenus à peser dans la balance et à favoriser l'accès aux soins. Et le discours essentialiste du mauvais corps est vivement décrié par certaines associations. Dans le contexte actuel, il a pu constituer à une époque un point de résistance face à une approche psychiatrique qui écartait toute possibilité de traitement hormono-chirurgical. Ce constat historique autorise à questionner la dichotomie du débat contemporain qui oppose trans aux médecins. Et ça, par exemple, c'est une réécriture de l'histoire. Voilà. Ça, par exemple, c'est venir dire que parce que les personnes trans existaient envers et contre tout, parce que le fait est qu'on existe envers et contre tout, dans le cadre d'une société occidentale, on va dire récente ou avant, incroyable, indexé à cette société contemporaine occidentale où on a dû faire avec ce qu'on avait pour continuer d'exister et réduire un tantinet les souffrances et les oppressions subies, ça vient légitimer tout un discours de réécriture de l'histoire qui est éclaté au sol. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Non, je suis désolé, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Genre vraiment, tu commences en disant la fabrique des trans n'est autre que l'histoire d'une lutte pour la légitimité dans le champ scientifique. Non. Je suis désolé, mais non. C'est pas la question, c'est pas le propos. C'est une réécriture en fait. C'est encore une fois une réécriture parce que tu viens appliquer ton prisme, ta vision du monde, et tu viens pour ça, du coup, forcer tout un tas de choses à rentrer dans un tout petit cadre, dans une toute petite boîte, et en vraiment forçant pour que ça rentre. Et malheureusement, il y a des trucs qui rentrent pas, et du coup, tu coupes, tu mets ça de côté, tu balances ça à la poubelle et tu t'en fous. Non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Bientôt, ça va parler de validation de la psychiatrie, validant ainsi la psychiatrie, j'ai hâte. Le prochain chapitre. Ah non, pardon, le prochain paragraphe apparemment, puisque je viens de jeter des yeux à un endroit et j'ai vu des choses. Je reprends. Au-delà de leur interaction et interdépendance historique, le champ médical, comme les mouvements trans, s'avère composite. Dans la clinique du transsexualisme, différents praticiens ont questionné l'ordre du genre, soit en démontrant que le sexe ne se limite pas à deux, et seulement deux catégories, soit en avançant que le genre est une construction sociale. Et là, typiquement, tu as une réécriture, tout simplement historique, en venant dire que c'est grâce à la science occidentale qu'on s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a d'autres genres. PTDR, non. Non, mais vraiment, à un moment donné, je suis désolé, mais l'histoire scientifique occidentale, c'est de venir écraser absolument toutes les autres identités de genre pour dire, non, il y a hommes et femmes, et puis c'est tout. Et toute l'histoire récente occidentale scientifique montre que surtout, on veut rester dans ces stéréotypes-là, que surtout, on veut supprimer tout ce qui ne rentre pas dans la binarité de genre, notamment le contrôle social des corps, notamment le contrôle des personnes trans et de leur parcours. Alors bon, vraiment, allez vous faire cuire le cul avec cette réécriture. C'est pas possible d'avoir une approche comme ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est tellement blanc-centré, quoi. Enfin... Alors qu'il y avait d'autres genres déjà dans d'autres cultures anciennes et actuelles. Oui, totalement. Tout à l'heure dans le chat et dans le Discord, on a partagé la carte des genres. On a partagé le fait que justement, il y a tout un tas de genres qui existent et notamment en fonction des endroits. Et du coup, montre bien que historiquement, c'est l'Occident qui est venu placarder un modèle binaire du genre. Et là, vraiment, tu as la réécriture en mode c'est grâce à la médecine moderne occidentale que nous sommes rendus compte que peut-être il n'y a pas que deux genres, même si du coup on fait toujours tout en fonction de deux genres, mais on s'est dit que peut-être éventuellement il faudrait peut-être éventuellement réfléchir à autre chose. Mais en ne le faisant pas. Enfin, même ça déjà c'est éclaté au sol comme prise de parole, mais bref. Je reprends. Quant aux études queer qui ont inspiré un mouvement trans critique du modèle médical, elles présentent aussi différents niveaux de lecture. Si elles ouvrent des perspectives de subversion du genre, elles pointent aussi que le champ des possibles n'a pas le même pour toutes et pour tous. Certains luttent en faveur de la dépsychiatrisation symbolique des parcours de transition.
D'autres se battent pour l'accès aux soins. Et ces deux visées sont loin d'être incompatibles. Donc là, le propos, c'est quand même de dire que d'un côté, t'as les gens qui s'opposent à la dépsychiatrisation, symbolique, lol, lol, et que du coup, l'autre côté, c'est les gens qui se battent pour l'accès aux soins. Parce que les premiers, bien sûr, se battent pour enlever l'accès aux soins. Le principe de lutter contre la dépsychiatrisation, c'est de rendre l'accès à tout le monde. Sans le contrôle social. C'est littéralement le principe même du truc. Bref. Même notre langue est extrêmement binaire. Oh oui. Oui, symbolique, ouais, non mais ouais. Voilà. C'est juste que la biologie humaine moderne a été légèrement décolonisée à la marge. Ouais, vite à la fin, faut le dire très vite. Hein. Au terme de cette mise en perspective, les praticiens n'apparaissent pas plus comme des avocats invétérés de la différence des sexes que les trans ne peuvent être promis au rang de paradigme de la subversion. Malgré leur pluralité, les sciences de la transition ont toutefois pu, chacune à sa manière, réifier un certain ordre du genre. En médicalisant les MTF et en délaissant les FTM, la médecine tend à renvoyer les corps des femmes à une nature incomplète, tout en signifiant que les corps masculins n'ont guère besoin d'intervention extérieure pour être entiers. Et précisément parce que, contrairement aux hommes cis, les hommes trans ont souvent besoin d'une aide médicale, cette approche androcentrée a paradoxalement conduit à les invisibiliser. Ce sont les approches queer qui ont rendu justice au FTM, en les étudiant de manière privilégiée, sachant toutefois que cette asymétrie inversée peut à tort laisser penser que la subversion ne se décline qu'au masculin. Si ce champ d'études d'inspiration féministe ne peut être mis sur le même plan que les thèses médicales... Waouh. Bonjour Abraxas. J'espère que tu vas aussi bien que possible et bonne récupération de Miam. C'est velu. C'est velu. C'est velu. Bah, je pense que ma réponse, c'est velu. Pareil. Ce qu'on lit ne contient pas vraiment d'éléments raccord à mon point de vue. On va dire ça comme ça. Je vais le dire de manière un peu neutre. Je ne partage pas les thèses développées par l'ouvrage que nous lisons. Voilà, comme ça je reste poli. Donc je vais la refaire parce que bon, je me suis arrêté en plein milieu de la ligne. Ce sont les approches queer qui ont rendu justice au FTM en les étudiant de manière privilégiée, sachant toutefois que cette asymétrie inversée peut à tort laisser penser que la subversion ne se décline qu'au masculin. Si ce champ d'études d'inspiration féministe ne peut être mis sur le même plan que les thèses médicales, il ne s'extrait pas non plus complètement des rapports sociaux du sexe. Quelle que soit sa nature, la production scientifique porte toujours l'empreinte du genre. Et du coup, l'empreinte aussi sociale, l'empreinte aussi bourgeoise, l'empreinte aussi située socialement, qui est située aussi en termes de suprématie blanche, des sciences, ça on en parle ou pas? Parce que pourtant ça transparaît quand même vachement à travers ce qui est écrit dans ce livre-là. Ça transparaît vraiment beaucoup. Fin du chapitre. Nous arrivons au chapitre 2. Bonjour Nils, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Je teste mon réseau mais pas sûr que ça passe. Je ne sais pas si c'est très triste et très grave si ton réseau ne passe pas vu ce qu'on lit. En version non polie, ça donne quoi? Bah, en fait, j'essaye de ne pas donner la version non polie. Éventuellement, vous pouvez écouter la rediff de live d'hier. Vous pouvez écouter les prochaines VOD qui sortiront sur YouTube. Ça sera la version non polie parce que les deux premières VOD, je n'ai pas essayé de faire l'approche, on va dire, un minimum contrôlée que j'essaye d'avoir aujourd'hui. Donc, voilà, il y a une approche un peu plus vulgaire. On va dire ça ainsi. Chapitre 2. Des vies, des verdicts et des diagnostics. Nos vies et nos corps sont faits de plus qu'une théorie, de plus qu'un genre et une identité, de plus qu'une théorie qui justifie notre simple existence, de plus qu'une performance, de plus qu'une remarque intéressante sur le fait qu'on illustre si bien comment le genre fonctionne. Nos vies et nos corps sont beaucoup plus complexes et bien moins glamour que tout ça. Viviane Namasté, Invisible Lives.
En France, comme dans de nombreux pays, les changements de sexe sont psychiatrisés et judiciarisés. Pour se voir prescrire un traitement hormono-chirurgical, les trans doivent se soumettre à une évaluation psychiatrique qui peut s'étendre sur plusieurs années. Pendant ce temps, ils sont tenus de vivre à plein temps dans leur sexe de destination, une épreuve que les psychiatres appellent l'expérience de la vie réelle. Le changement d'état civil, quant à lui, relève du tribunal judiciaire. Les personnes requérantes doivent alors constituer un dossier prouvant qu'elles vivent déjà dans la catégorie de sexe qu'elles demandent à rejoindre. Protocoles soumettent les trans à des injonctions contradictoires, les individus devant démontrer aux psychiatres et aux juges qu'ils sont déjà, en quelque sorte, les personnes qu'ils demandent d'autorisation de devenir. Faux sur quoi? Sur quelle partie? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce qu'on lit depuis le début. Donc, précisément, quel élément? Là, lequel élément est faux? Pour l'état civil, oui, c'est vrai, mais il n'y a plus d'obligation psychiatrique. Alors, le texte a été publié, enfin, il est sorti en janvier 2024 de tête, et sinon, il a été fini de rédiger en 2021. Donc, il y a effectivement les changements, on va dire, récents qui ne sont pas pris en compte, simplement, qui ne sont pas dans qui sont pas pris dans la rédaction, quoi. Donc, voilà. C'était déjà plus obligatoire depuis 2017. Je pensais que c'était plus récent que ça. Bah écoutez, comme quoi. Écoutez, ça fait une chose de fausse de plus. J'ai une question hors sujet pour le chat qui est d'une importance capitale pour moi, mais totalement insignifiante pour tout le reste, donc c'est particulièrement important pour nous tous. J'ai le stream ouvert sur le PC et sur le téléphone et je vois Résurgence en jaune-orange sur le PC, en rouge-orange sur le téléphone. Vous la voyez comment, vous? Alors normalement, mon symbole vocal, là, la représentation graphique est censée être orange et blanche. Voilà, sachez-le, c'est censé être orange et blanc. Donc j'aurais tendance à dire que sur le téléphone, tu dois avoir une colorimétrie qui est éclatée au sol. Voilà. Je pense que ton téléphone n'a pas la bonne couleur. Je la vois en... Exactement. Rose? Rose? Hein? Comment ça? Rose? Je vois la vie en rose. C'est beau. Orange et blanc pour moi. Normalement, c'est censé être orange et blanc, ouais. C'est peut-être en mode affichage nocturne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un affichage nocturne qui peut jouer. C'est vrai. Peut-être le mode réduction de lumière bleue, si, ouais. C'est vrai, ça aussi, ça peut. Ça peut, c'est vrai. En fait, tout ce qui va impacter sur la colorimétrie, concrètement. Moi, en tout cas, je vous préviens, je diffuse en orange et blanc. Voilà, c'est les réglages que moi j'ai mis. Orange et blanc. C'est ce que moi j'ai réglé comme truc. Je reprends la lecture. Cette double contrainte tend à décupler un certain nombre d'inégalités sociales, car comme dans la population en général, il existe chez les trans des fortes disparités dans l'accès aux soins. Ceux qui ont les moyens peuvent en passer par des circuits privés, peu exigeants, là où d'autres n'ont pas d'alternative à l'hôpital public. Surtout, pour pouvoir attester de sa bonne intégration dans son sexe de destination, il faut avoir bien des ressources, un travail stable, un logement, un entourage soutenant. Les plus jeunes en bénéficient rarement. Les hommes trans sont généralement mieux lotis que les femmes trans. Pour celles et ceux qui ne répondent pas aux critères des protocoles, un cercle vicieux s'enclenche. Tant qu'ils sont précaires, ils ne peuvent accéder à la transition médicale et juridique. Et tant qu'ils n'y accèdent pas, ils ne peuvent pas être bien insérés socialement. Paradoxe place les trans dans une situation de vulnérabilité, puisqu'ils sont contraints de vivre avec des papiers inadéquats et parfois avec un passing qui est décalé. Pendant cette phase, ils font face à de nombreuses difficultés. Par les critères et les délais qu'ils imposent, les dispositifs dédiés au changement de sexe exposent les trans à des discriminations. Auprès des administrations notamment, la non-concordance entre le sexe social et les papiers s'avère très préjudiciable. Depuis plus d'une décennie, les institutions européennes ont pourtant engagé des politiques antidiscriminatoires destinées aux trans. En France, le Défenseur des droits et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, la DILCRA, se sont saisis des prérogatives européennes en produisant des guides de bonnes pratiques destinés aux entreprises et aux services publics. Ouais, les guides de bonnes pratiques, vous savez, ces fameux guides qui n'engagent que celles qui le veulent. Voilà. Comme d'hab, contrainte, oui, mais en fait non. Lol. Ça me rassure en fait, parce que ça veut dire que c'est pas mon écran de PC qui désature trop en vieillissant. Merci à tous, tant mieux. Sinon, pour revenir au texte, j'ai fait mes changements de prénom et de sexe à l'état civil cette année, donc j'ai étudié tous les textes de loi. Yes. Merci pour cette digression, en fait, c'était assez bienvenu, ça permet de souffler un peu, n'est-ce pas?
C'est ce que je me disais aussi, j'en avais besoin aussi dans ce sens-là. Oui. Prénom, c'est faisable simplement en mairie, mais le sexe, c'est toujours au tribunal. En revanche, pour le parcours de soins, il n'y a plus aucune obligation. Perso, que ce soit les hormones ou chirurgie, je ne suis suivi que par mon médecin traitant, qui est un généraliste. Ok, c'est bien. C'est très très bien. C'est mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ah. Excusez-moi, mon nez me gênait. Je reprends. Mais comme dans le cas des politiques relatives à l'égalité homme-femme, il y a souvent un grand écart entre la théorie et la pratique. Non seulement les discriminations demeurent, mais elles restent souvent non identifiées, car elles peuvent prendre des visages qui sont très variés. En décrivant les ressorts des dispositifs médicaux et juridiques dédiés aux trans, en France, ce chapitre décrypte la fabrique des inégalités et des vulnérabilités au sein de cette population. Faire face à des injonctions contradictoires. Les protocoles médicaux et juridiques soumettent les trans à de nombreuses injonctions. Lors de l'évaluation psychiatrique, les personnes n'ont souvent d'autre choix que de tenir le discours du mauvais corps, qui a été introduit par les approches sexologiques à partir de la fin du 19e siècle, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Il s'agit pour elles d'affirmer qu'elles se sentent hommes et femmes depuis toujours. La version la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, qui est une grosse merde, je tiens à le préciser, précise que la dysphorie de genre doit être exprimée depuis une durée minimale de 6 mois. Ce délai est autrement plus long dans la pratique. La méthode diagnostique repose encore implicitement sur la distinction autrefois établie par Robert Stoller entre un transsexualisme primaire qui se serait installé dans la plus tendre enfance et un transsexualisme secondaire qui serait apparu plus tard. Aux yeux de nombreux psychiatres, seule la première déclinaison peut aujourd'hui légitimement donner lieu à un traitement hormono-chirurgical. La plupart des personnes trans ayant consulté dans le cadre de leur changement de sexe rapportent que le praticien auquel elles ont eu affaire leur a posé des questions sur leur enfance et sur leur adolescence. D'ailleurs, ça me permet de faire un point par rapport notamment à ce que dit Pazifae. Faut pas oublier la disparité en fonction des régions, en fonction des médecins, en fonction des cabinets, en fonction de à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même si d'un point de vue légal, il y a des choses qui bougent, la pratique est tout autre. Ça a été dit un petit peu là, juste avant, et pour le coup, c'est un point qui est pertinent là, dans le récit, dans l'ouvrage. C'est pas parce qu'on a mis une loi qu'on la respecte, c'est pas parce qu'on a mis une loi que la pratique a changé. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que si vous êtes une personne trans et que dans votre parcours de transition, tout se passe bien, tant mieux. Ça ne veut pas dire que pour quelqu'un d'autre, ce sera le cas. Malheureusement. Malheureusement. Là, il parle du parcours de transition officiel autoproclamé que tout le monde invite très très vivement à fuir. Oui, oui, oui. Mais ça ne change pas quand même que moi, je veux qu'on comprenne bien qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qu'il y a plein de parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une personne trans n'est pas égale à une autre personne trans. Un parcours d'une personne trans n'est pas égal au parcours d'une autre personne trans. Il y a des disparités, parce qu'il y a des vécus différents, parce qu'il y a des parcours différents, parce qu'il y a des contextes différents, parce qu'il y a des régions différentes, etc., etc., etc. Et ça, il ne faut pas l'oublier, tout simplement. Voilà, je me suis permis de boire un coup. Absolument, moi je suis dans une région de France où la transition est très bien acceptée. Moi, typiquement, si je fais la même dans le Var, ça va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Parce que déjà, les témoignages sont assez clairs. Mis à part à 2-3 endroits, notamment les grosses villes, où en fait il y a tout simplement des gens qui sont plus ouverts, qu'il y a des communautés qui sont présentes, etc. A contrario, le reste du Var est un endroit qui est particulièrement réactionnaire, particulièrement axé sur les droites et plus particulièrement sur les extrêmes droites. Et de fait, la transphobie est extrêmement présente. Il y a vraiment un truc qui est délétère, qui est nul à chier, quoi. Ouais, j'ai quitté le Var avant de transitionner. C'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Voilà. On va pas se mentir que voilà, il y a encore une fois à prendre en compte qu'il y a des très grosses disparités en fonction de où vous êtes. Et de même, il y a de très grosses disparités, parce que là on parle de la France, mais il y a de très grosses disparités aussi en fonction des États. Si vous n'êtes pas en France, il y a des endroits où ça se passe beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas en France, il y a des endroits où ça se passe bien bien pire aussi, accessoirement. Donc vraiment, il faut pas oublier que, encore une fois, ces parcours ne sont pas identiques, ces parcours ne sont pas des blocs monolithiques, uniques. Loin de là. Très, très, très loin de là. Je reprends la lecture.
La plupart des personnes trans ayant consulté dans le cadre de leur changement de sexe rapportent que le praticien auquel elles ont eu affaire leur a posé des questions sur leur enfance, leur adolescence. Les individus qui déclarent avoir commencé à questionner leur appartenance de sexe à l'âge adulte courent le risque de se voir poser un autre diagnostic que celui de dysphorie de genre. Ils peuvent non seulement être taxés de transsexuels secondaires, mais ils peuvent aussi être considérés comme relevant de la section des paraphilies du DSM, qui regroupe les affections mentales d'ordre sexuel et non de genre, comme le frotteurisme, le voyeurisme, la zoophilie ou encore la pédophilie. Bonjour, bienvenue dans un état transphobe, bienvenue dans une institution transphobe. Ça va vous? C'est cool, hein? Ouais. Les ARS, effectivement, c'est pas les mêmes partout. Ouais. Les ARS, c'est les agences régionales de santé. En gros, ce sont des structures qui organisent les soins, l'accès aux soins et à tout ce qui l'entoure dans telle ou telle région. Donc, par exemple, sur tout ce qui est l'ARS au niveau du sud-est de la France, vous allez avoir en fait l'ARS qui se situe à Marseille et l'agence régionale de la santé, donc, qui s'occupe de globalement tout ce qui est les Bouches-du-Rhône, en fait de tout ce qui est PACA concrètement. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc du coup ça s'occupe de gérer, de codifier la manière dont vont être gérés les soins, les institutions de soins, les parcours de soins, les campagnes publicitaires pour les pour les vaccinations, etc., etc., etc. C'est cet organe-là qui, en fait, auprès du ministère de la Santé, reçoit ces missions et les applique concrètement sur le terrain. Et vous avez évidemment une ARS du côté de Nice, parce que Nice est à part. Et je crois que l'ARS de Nice, c'est ARS de la région de Nice et de la Corse. Mais j'ai un doute pour le fait que la Corse est rattachée dedans. J'y ai travaillé il y a quelques années, et en fait, il y a des jeux de pouvoir qui rentrent en compte aussi, étonnamment. Et du coup, le découpage en fait, des institutions se fait aussi en fonction de ces relations de pouvoir. Donc, bon, bref. Anyway, je reprends. Genre les États-Unis, où dans la moitié des États, c'est illégal d'être trans, par exemple. Je reprends. Par exemple, le parcours en Allemagne, les transidentités sont acceptées, mais sont ancrées dans une idéologie qui est transmédicale, peut-être plutôt. Je continue à rattraper. Le DSL, c'est un synonyme de papier toilette. Oui, en effet. Oui. Toulouse, c'est bien. Exactement. En vrai, oui, voilà. Oui, transmédical, c'est ce qui me semblait. Je reprends. On y trouve en effet le travestissement fétichiste, une étiquette qui est souvent appliquée aux trans qui confessent n'avoir pas toujours eu l'intention de changer de sexe. Si l'on veut obtenir l'attestation psychiatrique autorisant le traitement hormono-chirurgical, il est donc nécessaire de s'insérer dans un modèle plus ou moins essentialiste. La condition de dysphorie de genre tend par ailleurs à être considérée comme incompatible avec toute autre affection. Pour le psychiatre, ce n'est pas uniquement le diagnostic de travestissement fétichiste qu'il s'agit d'écarter, mais aussi de nombreuses autres conditions qui sont à la fois psychologiques et sociales. En France, la charte de la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité stipule que des facteurs fragilisants peuvent donc inciter à suggérer à la personne prise en charge de prendre un temps préalable de travail et d'investigation personnelle et ou d'attente de stabilisation de contexte psychosocial. Oui, en gros, fermez vos gueules, rentrez dans le moule, et si on est sympa, à un moment donné, on vous donnera une petite pilule. Et oui, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Encore une fois, du contrôle social, etc. Sous un bagage soi-disant bienveillant, c'est surtout du contrôle. C'est surtout beaucoup, particulièrement du contrôle. Bref... Parmi ces facteurs, on trouve entre autres les troubles psychologiques et psychiatriques indépendants de la dysphorie de genre, les carences affectives et familiales, la grande précarité sociale, les croyances et l'idéalisation, ou encore les ambivalences par rapport à la transformation hormono-chirurgicale. Comme le suggère explicitement le dernier item de cette liste, les consultations psychiatriques ne constituent pas un accompagnement de la décision d'entamer une transition. Il s'agit plutôt d'une évaluation de la personne et de sa conviction qui est censée être solidement établie. Aucune difficulté psychosociale ne doit venir mettre en doute cette conviction intime. Tout se passe comme si les personnes trans ne devaient être que trans et l'être intrinsèquement depuis toujours. En d'autres termes, l'hypothèse qui sous-tend la phase d'évaluation diagnostique, c'est que l'appartenance à l'autre sexe
précède le changement de sexe, voire l'existence elle-même. Voilà, donc là, en soi, ce qui est dit est plutôt propre, je suis plutôt d'accord, sur le fait que voilà, ces parcours sont des parcours de contrôle, sont des parcours qui essentialisent, sont des parcours qui vont essentialiser à tellement de niveaux que c'est juste absurde, c'est juste violent, et c'est là où on voit en fait tout l'appareil médico-psychologique qui se met en place, oppressif en fait, envers les personnes trans. Et là, pour le coup, c'est pas souvent que je vais dire ça, pour le coup, ce que dit le livre, je suis plutôt d'accord. Voilà, sur ce paragraphe, je donne le point Résu est d'accord. C'est pas souvent, profitez-en. On pourrait peut-être faire un bingo, je sais pas. On pourrait peut-être faire un compte. Vous savez, où vous mettez un point validation. Pour voir à la fin combien il y a de points de validation pour point envie de canner. Il y aura sûrement beaucoup plus du second que du premier, ceci dit. Mais bon. Je reprends. Le dossier de changement de sexe à l'état civil répond aux mêmes règles implicites. Le dossier à fournir au juge doit comprendre différentes pièces, dont plusieurs attestations de proches, de collègues ou, pour les plus jeunes, de professeurs, des preuves administratives et ou professionnelles de l'insertion sociale dans l'identité de destination et une ou plusieurs photographies. L'objectif des attestations de l'entourage est de témoigner du fait que la personne se présente déjà dans sa catégorie de sexe souhaitée dans différentes sphères de vie. Quant aux preuves administratives et ou professionnelles, elles doivent être jugées assez anciennes pour attester de la stabilité de la nouvelle identité. Enfin, les photographies doivent dévoiler un physique jugé suffisamment féminin ou masculin selon le sens de réalisation de la transition. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Peu de choses à en dire. La seule obligation médicale qui existe, c'est un délai de réflexion de quelques mois entre le premier rendez-vous et la chirurgie, puisque la vaginoplastie est une opération stérilisante. Et c'est pour ça qu'il y a un délai légal de réflexion obligatoire une fois que le médecin a tout expliqué, qui n'existe pas pour la phallo, puisqu'elle n'est pas stérilisante. Et encore une fois, ça, c'est discutable, parce qu'en fait, ça dépend des endroits. Ça dépend vraiment des endroits. Encore une fois, il ne faut pas oublier un truc, c'est pas parce que dans la loi, il y a un truc qui est écrit que dans les faits, c'est respecté. En gros. Voilà. Attestation oui, photo non, c'est faux. Encore une fois, si on part d'un point de vue purement de ce qui se fait, c'est inégal en fonction de l'endroit. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Malheureusement, nous n'avons que trop de témoignages, encore là, aujourd'hui, maintenant, de gens qui se prennent des retours non parce qu'il n'y a pas de photo. Parce que la personne qui est dans le jury estime que la personne ne présente pas assez de critères du genre souhaité, ne rentre pas assez dedans, etc. etc. Ou même, on a eu aussi des cas qui malheureusement ont été relevés, de personnes qui ont reçu comme jugement un refus parce qu'on a estimé que la personne était dans la caricature du genre souhaité. Ouais, ça aussi, ça existe. Et si vous vous demandez est-ce que c'est de la transphobie, la réponse est évidemment oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'en fait, ces personnes, encore une fois, vivent dans des sociétés qui sont transphobes. Incroyable, mais en fait non, pas surprise. Et donc du coup, sont transphobes et produisent de la transphobie. Incroyable, incroyable. T'as pas performé suffisamment ton genre, disqualifié, tu l'as trop performé, t'es disqualifié. En fait, t'es disqualifié un peu pour tout et n'importe quoi. Voilà. Globalement, ça dépend malheureusement, encore une fois, selon des régions. Il y a des structures, il y a des régions, et notamment Pazifae vous l'a dit, elle a de la chance que là où elle est, ça se passe bien. Il y a des endroits où ça se passe très bien, où les gens sont informés, les gens sont solides, on va dire, sur leur connaissance de la transidentité, etc. Et franchement, tant mieux, quoi, vraiment tant mieux. Malheureusement, la loi, elle fait pas tout. Elle a jamais fait tout, et malheureusement, il y a plein d'endroits où c'est une hécatombe, c'est un massacre. Les gens sont transphobes et s'en battent les reins. Les gens sont dans l'illégalité totale et s'en foutent. Vraiment s'en foutent, royal. Si je comprends, c'est par quoi exclut les personnes qui veulent exprimer leur identité de genre uniquement par une transition sociale. Ah bah oui. Là, on est sur les transitions avec transition de sexe médicale. Donc en fait, déjà, là, on est sur une vision de la transidentité qui est quand même particulièrement réduite. D'une part. Et donc du coup, effectivement, un certain nombre de protocoles vont mettre beaucoup de gens de côté. On a notamment notifié que le gros problème du transmatérialisme, parce que du coup, encore une fois, on est sur un ouvrage qui traite de transmatérialisme,
il met de côté toutes les personnes trans qui ne font pas de parcours forcément médical, qui mettent très largement de côté toutes les personnes qui sont pas dans le fait de transitionner vers le genre opposé à celui qui leur a été assigné à la naissance. Donc tout ce qui est les personnes agenres, tout ce qui est les personnes avec la fluidité de genre, tout ce qui est les personnes qui sont non-binaires, etc. Tout ça, c'est mis de côté. C'est complètement mis de côté. C'est ouais, ça existe, mais on s'en branle. Et encore, ça dépend qui. Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui soutiennent les thèses transmatérialistes pour lesquelles ça n'existe pas. Notamment, moi, pendant les premières années où je streamais ici, ça m'est arrivé d'envoyer des streams vers 2-3 personnes qui sont notamment des personnes trans, de la communauté trans, et de manière générale de la communauté LGBT, mais ça c'est toujours le cas. Mais les personnes auxquelles je pense, en fait, j'ai arrêté d'envoyer des raids chez elles parce que je suis tombé, notamment une personne en particulier, une fois où j'ai raidé, qui explicitait très clairement, et son chat était à donf là-dessus, que les personnes non-binaires n'existent pas, toutes les personnes non-binaires ne sont que des œufs. Alors, qu'est-ce que c'est les œufs ? Les œufs, en fait, c'est un terme qui reprenne les personnes qui, en fait, sont des personnes qui sont des personnes trans, mais qui n'en ont pas forcément conscience ou qui n'ont pas encore accepté cette part d'elles-mêmes. Parce que, justement, nous évoluons dans des sociétés qui sont des sociétés oppressives, etc. Et donc, tout simplement, il y a des pressions à ne pas être une personne trans. C'est quelque chose qui, à mon avis, va vous sembler assez évident. Et donc, de fait, il y a des gens qui préfèrent se mentir, il y a des gens qui préfèrent attendre un contexte plus favorable, il y a des personnes qui ne se sentent pas assez solides, en fait, pour faire un coming out, tout simplement. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des œufs. Ce sont des personnes qui, à terme, vont faire une transition, très probablement, au moins en partie, et le truc qui, pour l'instant, ne veulent pas forcément l'accepter, même si plein de trucs sont évidents, et même si elles-mêmes peuvent confier que, voilà, il y a des trucs où ça questionne. Le truc, c'est que par contre, le live où j'étais arrivé, par exemple, d'une personne trans, consistait à dire qu'en fait, toutes les personnes non-binaires, toutes les personnes qui du coup ne sont pas dans un parcours de transition, et notamment de transition médicale, étaient des œufs. Donc des personnes qui allaient faire une transition et qui allaient faire une transition forcément médicale. Ça, littéralement, c'est nier, c'est mettre totalement de côté toutes les personnes qui sont non-binaires, toutes les personnes qui sont avec de la fluidité de genre, toutes les personnes qui sont agenres, etc. Et ça, typiquement, c'est ce que produit le transmatérialisme. Et c'est de la merde. C'est extrêmement oppressif et nul à chier. Pour le dire plus concrètement. Voilà. Je reprends un petit peu la lecture. Jusqu'ici, je faisais du montage, donc je disais rien, mais j'ai envie de crever quand même. Désolé, Manuel. Désolé. Du coup, Jean-Mi. T'as pas performé suffisamment ton genre, t'es disqualifié, et il faut performer le genre, mais pas trop, quand même, parce que voilà. Ça, encore une fois, après, ça dépend des tribunaux, ça dépend des structures, ça dépend des régions, mais voilà. Ça dépend énormément des tribunaux. Et encore hier, j'ai lu au sujet d'un refus de changement de prénom avec un dossier qui était jugé pourtant solide. Oui, je parle que de ce que dit la loi et pas de comment c'est appliqué. La loi, sans les moyens de les faire appliquer, c'est juste une fumisterie. Bah ouais. Ça fait partie des injonctions contradictoires de la société de contrôle, quoi. Genre, la loi interdit d'être raciste, y compris au sein de la police. Ouais. Voilà, on sait, hein, on se sait. Le racisme n'existe pas, on a supprimé le mot race de la Constitution. Ah, TKT, c'est bon, voilà. Perché, donc c'est bon, vous pouvez plus m'attraper. Ah, vraiment ça alors. Bref, anyway. D'ailleurs, officiellement, chez moi, c'est une auberge espagnole. J'héberge officiellement tout un tas de personnes pour leur permettre de faire leur demande auprès de mon tribunal plutôt que le leur. Bah, c'est trop bien, c'est trop cool. Cette personne aurait peut-être une meilleure opinion du livre dont tu nous fais la lecture. Oui. Parce qu'en fait, cette personne a très clairement, en tout cas à l'époque, parce que maintenant je suis plus du tout son contenu pour des raisons évidentes, et tout le groupe auquel cette personne est rattachée est justement sur le transmatérialisme. Donc en fait, oui, bien sûr que l'avis sur cet ouvrage serait nettement plus positif. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est, voilà, surprise, mais en fait non, pas surprise. C'est claqué, c'est comme s'il n'y avait qu'un chemin vers la transidentité, et même si c'était le cas, dénigrer les personnes qui s'arrêteraient au milieu du chemin, qui n'existe pas, mais admettons, n'était juste pas légitime. Bah oui. Non mais c'est vraiment, c'est juste, viens, on reproduit de l'oppression, allez, tranquille. Bah c'est nul. C'est juste nul à chier, quoi. Bref. Anyway, je reprends. J'en étais où, moi? J'étais ici. Avant 2016, d'autres pièces d'ordre médical étaient nécessaires. Il fallait notamment signifier son engagement dans une démarche hormonale et chirurgicale.
Cette obligation a été supprimée par la loi de la modernisation de la justice du XXIe siècle. Les pièces requises sont désormais uniquement sociales. Toutefois, si cette réforme supprime la contrainte de la conformité du corps, elle n'enlève rien à l'injonction biographique. Dans le dossier, le requérant est tenu de délivrer un récit de soi dans lequel il appartient d'ores et déjà à la catégorie de sexe à laquelle il prétend. Le processus, les identifications alternatives à hommes et femmes ne sont, à l'évidence, pas les bienvenues. Bien que certains praticiens, à l'instar de Magnus Hirschfeld, se soient historiquement penchés sur la multiplicité du genre, le protocole de soins laisse peu de marge de manœuvre en la matière. Les trans doivent ainsi prouver leur appartenance à l'une des deux catégories de sexe établies, mais sans avoir encore obtenu les papiers d'identité correspondants. Dans les standards de soins internationaux, l'évaluation psychiatrique comprend une expérience de vie réelle, consistant à vivre à plein temps dans le sexe demandé, et cela pendant au moins une année. Or, lors de ce test, les personnes sont plus ou moins stables sur le plan professionnel et relationnel. Nombreux sont ceux et celles qui n'ont pas encore d'emploi fixe ou ne poursuivent pas d'études faute de soutien parental. Pour celles et ceux-là, cette procédure peut engendrer ce que la sociologue Viviane Namasté décrit comme un cercle de précarité. Car tant que l'insertion sociale n'est pas jugée satisfaisante par le praticien, l'attestation n'est pas délivrée et le test continue, et parfois pendant des années. Fabien, jeune FTM qui voulait transitionner dès l'adolescence, a consulté pendant plusieurs années un psychiatre de l'assistance publique qui lui demandait d'attendre un âge raisonnable. À chaque rendez-vous, l'échéance était repoussée. D'abord 18, puis 19, puis soudain 22. Tu te dis, est-ce que le prochain va être le bon? Et le rendez-vous arrive et ça ne change toujours rien. À l'hôpital comme ailleurs, faire attendre est une prérogative de tout pouvoir. Mais le temps joue rarement en faveur des personnes trans. Dans une telle situation, la vulnérabilité sociale de l'individu ne fait que s'accentuer, sachant par ailleurs que dans les critères de la SOFECT, la précarité elle-même constitue un facteur qui est disqualifiant pour l'accès aux traitements hormonaux chirurgicaux. Face au protocole de changement de sexe, tout le monde n'a donc pas la même chance. Ouais. J'ai à la fois envie de savoir qui et pas envie du tout. En fait, c'est simple, globalement, vous regardez du côté de la gauche no cap et globalement, c'est très nul. Voilà. Je l'ai déjà dit ici, je le cache pas, je n'ai pas d'incointance du tout, avec les points de vue, avec l'approche de tout ce qui est dite la gauche no cap, qui est globalement, principalement, une gauche qui est, on va dire, avec un certain statut, un certain monopole, avec un certain nombre d'avantages, avec un certain nombre d'angles morts, notamment sur les éléments racisme, de suprémacisme blanc, à différents niveaux sur de l'ambiphobie, etc., etc., etc. La dite personne a peut-être évolué sur le sujet, franchement, je n'en sais rien. Je vous le redis, je ne regarde pas son contenu, je ne souhaite plus regarder son contenu, je m'en fous. Je constate, à contrario, qu'à cette époque, en tout cas, c'était ça qui sortait et qui ne me plaisait pas. Je vous ai pas donné le pseudo, c'est pas sans raison, hein. Globalement, par contre, si je cible de manière assez claire la gauche no cap, c'est parce que la gauche no cap est une structuration. Ce n'est pas des gens en tant que tels, c'est-à-dire que je ne vais pas cibler Jean-Eudes de la Fougassinière qui est no cap, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'est la gauche no cap, c'est une structure. C'est une structure qui a une certaine idéologie, une certaine manière de traiter les rapports de force, de traiter les rapports sociaux, etc., qui évolue dans certains contextes, etc., etc. Et c'est cette structuration-là que je cible du doigt. C'est ça que je pointe. La gauche no cap, de par le fait même qu'elle est la gauche no cap et qu'elle s'identifie comme la gauche no cap, produit des vecteurs de normes en particulier. Et ces normes-là sont notamment d'être plutôt pour le transmatérialisme, d'être plutôt à la ramasse sur les sujets d'antiracisme et particulièrement sur les sujets de suprématie blanche, etc., etc., etc. Encore une fois, cibler une personne, ça n'a pas de sens. Je suis pas là pour ça, c'est pas mon propos. Par contre, encore une fois, cibler que vous évoluez dans un contexte et que ce contexte pose problème, ça oui, ça c'est déjà plus mon bagage, c'est déjà plus ce que je vais faire et ce que je fais de fait. Voilà. Je reprends. Une inégale vulnérabilité. Les trans disposent de plus ou moins de ressources pour s'en sortir. La transition est bien plus aisée pour ceux et celles qui disposent d'un emploi stable en début de parcours ou à défaut d'un soutien parental. Or, ces deux éléments sont inégalement répartis dans la population en fonction de l'âge et du sexe. Par ailleurs, le parcours peut être plus ou moins laborieux, selon que le circuit médical privilégié est public ou privé. Choix largement déterminé par les ressources économiques de la personne. L'importance de l'emploi et des parents. La situation professionnelle constitue la clé de voûte de tout parcours de transition.
Les personnes titulaires d'un emploi fixe ont moins de difficultés à décrocher le changement d'état civil que celles qui n'en ont pas. Une proportion de 32,6% de ceux et celles qui sont en contrat ou à la retraite ont fait une demande de changement d'état civil et l'ont obtenu, contre seulement 20,3% des personnes n'ayant pas de travail stable. Avoir un emploi favorise la modification des papiers. Et pour les personnes qui entament la transition sans être en poste, l'attente est parfois trop longue. Certains renoncent provisoirement à la transition, comme Sophie, ouvrière dans le bâtiment, que je croise habillée en homme 1 an après notre entretien. Il fallait que je bosse, me dit-elle. Le potentiel désir de détransition est un argument souvent avancé par les médecins pour justifier la longueur de l'évaluation psychiatrique, dont l'un des objectifs est de s'assurer du caractère inébranlable de la nouvelle identité. Mais lorsque détransition il y a, celle-ci n'a généralement rien à voir avec des regrets. Elle est plutôt une conséquence directe du protocole lui-même, comme c'est le cas chez Sophie. D'autres personnes poursuivent leur transition tant bien que mal en pratiquant le travail du sexe. Mais si la prostitution permet à celles et ceux-là de s'assurer un revenu, cette activité tend à les exclure encore davantage du protocole de soins, leur métier n'étant pas défendable auprès des médecins. Pour beaucoup, la mobilité sociale de sexe est ainsi doublée d'une mobilité en termes de position sociale. Par les contraintes qu'ils imposent, les dispositifs médicaux et juridiques décuplent l'éventuelle instabilité qui préexiste à la transition. Ainsi, la configuration dans laquelle se trouve l'individu au début de parcours est cruciale. Celles et ceux qui n'ont pas encore d'emploi stable peineront à en obtenir un avant d'avoir légalement changé de sexe. Pour ces personnes relativement jeunes, pour la plupart, l'aide parentale, ou alors son absence, joue un rôle déterminant. D'ailleurs, au passage, là-dessus, un point qui est important, c'est que ça montre bien, encore une fois, que les institutions sont des institutions qui ont des codes moraux. Et la morale, pour vous le dire plus crûment, c'est de la merde. C'est comme les trous du cul, chacun a le sien. Ok ? Donc ton code moral, c'est très joli, mais c'est sûrement pas le même que la personne à côté de toi. Et c'est pas un problème. Tout comme ton trou du cul, c'est le tien et c'est pas celui de la personne d'à côté, a priori. Normalement. Donc le fait est que là, typiquement, on voit bien qu'il y a de la morale qui rentre en compte parce que si tu es travailleuse du sexe, tu vas prendre un tir. Parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu comme valorisable, comme bien, comme stable, comme un métier en fait même. Et là-dessus, on est sur des jugements moraux et qui entraînent du coup des conséquences directes sur ta prise en charge. C'est un peu problématique, n'est-ce pas ? Quand même. C'est sûr que si tu fais traîner 10 ans, la personne risque d'abandonner. Alors je vais vous le dire, attention, trigger warning, mort. Le fait réel, c'est que si tu fais traîner pendant 10 ans, il y a plus de chances que ton patient ou ta patiente trans soit morte par un suicide ou par une agression que d'abandonner. Voilà. C'est ça en fait la réalité. Plus tu fais traîner longtemps, plus il y a de chances que la personne soit morte. Pas qu'elle abandonne. Voilà. Fun. Bienvenue dans la vie des personnes trans. Ça va sinon vous ? Vous allez bien dans la vie ? Bref, je reprends. Le soutien parental dépend de différents paramètres sociaux, comme le sexe et la classe sociale. Tout d'abord, les FTM ont plus de chances de l'obtenir que les MTF. La promotion de sexe d'un enfant est mieux acceptée que son déclassement. Les femmes trans connaissent presque systématiquement une rupture familiale. Celle-ci peut être plus ou moins durable, mais dans beaucoup de cas, elle conduit rapidement à la précarité. Le cas de Daniel en est un exemple. À 18 ans, cette MTF décide de vivre au féminin et de commencer un traitement hormonal. Le père cherche à l'en dissuader. De force. À la suite d'une dispute violente, elle fuit le domicile parental. Le fait d'avoir un père ingénieur, une mère documentaliste, ne l'épargnera pas. À propos de l'homosexualité, le sociologue Wilfried Rolt remarque que si les personnes les plus aisées déclarent une forte gay-friendliness de principe, l'acceptation, elle, est rarement au rendez-vous quand leur propre enfant se révèle être gay ou lesbienne. Il en est de même pour les trans. La situation financière de Daniel devenant précaire, en l'absence d'aide de ses parents, elle se prostitue pendant 3 ans. Puis, par le biais de relations amicales, nouées durant son adolescence, elle intègre la rédaction d'un journal, où elle travaillera pendant 20 ans. Daniel retrouve ainsi un emploi, par le biais d'un capital social acquis dans son milieu d'origine. Même en cas de déclassement, le fait d'être bien né reste toujours utile. Jérôme Courduriès et Agnès Finn font le même constat à propos de jeunes homosexuels qui sont mis à la porte par leurs parents. Ceux à qui appartiennent à une classe supérieure parviendront davantage que les autres à être hébergés.
Certaines MTF, issues de milieux fortement dotés sur le plan économique, peuvent se retrouver en rupture relationnelle avec leurs parents, mais pourtant toujours recevoir de l'argent de leur part. Même sans relation, le capital perdure de génération en génération. La reproduction genrée de ce capital joue ici en faveur des femmes trans. Encore perçues comme des hommes par leur famille, elles continuent de bénéficier des ressources et du patrimoine de leurs parents, et cela davantage que leurs sœurs lorsqu'elles en ont. En revanche, dans le cas où la rupture est totale et le capital social, à savoir le réseau et les relations limitées, la transition peut s'accompagner d'une réelle précarisation, tant que le changement de sexe légal n'est pas achevé. Les FTM, bénéficiant de plus de soutien parental, ce sont le plus souvent des jeunes femmes trans qui se trouvent dans cette situation. Et même accéder à une THS n'est pas une fin en soi. Les médecins appliquent des vieux protocoles où les hormones sont sous-dosées. Oui, complètement. Complètement, ouais. Provoquant des déséquilibres hormonaux qui peuvent être vraiment dangereux pour la santé. Oui. Je reprends. Lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes, les jeunes MTF cherchent parfois refuge auprès de leur père ou d'autres minorités. Ayant entamé sa transition dès le début de l'adolescence, Savannah a été rejetée par ses parents, tous deux cordonniers. Elle a ensuite trouvé une famille alternative dans le milieu homosexuel de la nuit, avant de commencer à se prostituer quelques années plus tard. Audrey, quant à elle, a été recueillie par des travailleuses du sexe à l'âge de 14 ans, alors qu'elle était à la rue. Cette quête d'une famille choisie rappelle celle des gays, des lesbiennes, qui souvent s'éloignent fatalement de leurs parents et investissent dans des relations amicales fortes, avec des personnes qui partagent leur orientation sexuelle. Comme chez les homosexuels, ce phénomène est particulièrement bien observable parmi les personnes transracisées, comme Savannah ou Audrey. La famille revêt pour elle une dimension bien spécifique que l'on ne retrouve pas chez les trans et homosexuels blancs. Kimberly Crenshaw l'a également montré à propos des femmes, la sphère familiale représentant pour les femmes racisées un espace relativement protégé du racisme de l'extérieur. Pour cette raison, il est plus difficile pour elles que pour les femmes blanches de se résoudre à porter plainte contre leurs conjoints lorsqu'elles subissent des violences conjugales. La famille constitue aussi un point de repère fondamental pour les personnes trans racisées qui ont une plus grande proportion que d'autres à chercher des familles choisies lorsqu'elles se trouvent exclues de leur famille d'origine. Même si cet entourage leur fournit certaines ressources, elles échappent rarement à la pauvreté. Cette dernière peut être plus ou moins durable, et là encore, le milieu d'origine importe. Audrey, fille d'un procureur et d'une secrétaire de direction, finira par être recueillie par sa grand-mère. Celle-ci lui ouvrira sa porte après quelques années de vie parmi les travailleuses du sexe, qui lui permettra de reprendre une formation. De manière générale, celles qui sont issues des environnements les plus dotés parviennent davantage à sortir de la précarité. Le fait d'en sortir ou non est déterminant pour le parcours médical de transition. Comment pleurer la fin de l'émote qui pleure? Comment pleurer pour la fin de l'émote qui pleure? Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, Mash. Pas forcément qui partagent, mais plutôt pour les personnes pour qui ce n'est pas un problème. Du coup, forcément, les personnes concernées et marginalisées seront plus accueillantes. Ouais, complètement. Complètement. J'ai pas compris la phrase de Mash. Comment pleurer la fin de l'emote qui pleure? Pourquoi la fin de l'emote qui pleure? Il y a une emote qui pleure qui disparaît? J'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas compris. L'emote qui venait d'Isaac. Et pourquoi pleurer la fin de l'emote qui pleure? Ah, il va disparaître? Ah, ils vont enlever l'emote? Sad. Certes. Je reprends. Non, juste, je redis. Pas forcément qui partagent, mais plutôt les personnes pour qui ce n'est pas un problème, et du coup, forcément, les personnes concernées et marginalisées seront plus accueillantes, je suis d'accord. Je suis assez d'accord, le fait est qu'en fait, tu vas tout simplement avoir des gens qui savent, qui comprennent, qui vivent. Et donc, en fait, comme tu comprends, tu sais, bah, tu es plus susceptible que d'autres de pouvoir soutenir en fait, les personnes qui sont dans la même situation. Parce que, bah, en fait, tu comprends et tu vis des choses semblables, ou tu as vécu des choses semblables. Donc, oui. C'est effectivement assez cohérent. Je reprends la lecture. Des transitions à plusieurs vitesses. Le choix du circuit médical dépend des ressources économiques de la personne. Il existe deux modalités qui peuvent parfois se succéder au sein d'une même trajectoire. Le protocole public, le parcours privé et ou à l'étranger.
Le premier se déroule à l'hôpital où la plupart des traitements relatifs à la transition sont remboursés par l'assurance maladie, mais où les patients se disent moins satisfaits des soins que dans le privé. Alors, pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Les transitions sont pas remboursées, vas-y, tu fais une transition et ça te coûte rien. Hein, c'est un peu beaucoup trop simpliste. Genre vraiment, là, sinon, on tombe juste dans le discours réactionnaire où, justement, vous avez les réactionnaires qui vont venir vous dire vous avez vu, les trans, tous leurs parcours sont payés, c'est vous et votre argent qui payez les parcours des trans. Alors déjà, généralement, on oublie un truc, c'est que les personnes trans aussi contribuent. Hein, voilà, on paye tous des impôts. Enfin, voilà, de près ou de loin, tous en contribuent en fonction de nos moyens. Donc en fait, voilà, déjà, niquez-vous. Hein. Et ensuite, voilà, à la même hauteur que pas mal d'autres soins, en fait, pour tout le monde. Et ça, en fait, ça fait que c'est pas assez pris en charge. Voilà, comme dit Céron, et elle a parfaitement raison, un des coûts de la transition, c'est non seulement les déplacements, le déclassement, la perte des soutiens financiers familiaux, le fait de se trouver en précarité, de devoir assumer, de survivre et de payer tes factures, etc. Et en fait, ça pose problème, quoi. Peut-être, pour être plus dans le sujet, est-ce que la personne qui a écrit ce passage pourrait partager son expérience avec la personne qui a écrit le début du bouquin? C'est la même personne. Ça, c'est la même personne qui écrit le livre. Hein. Et globalement, on revient sur le fait que le profil de l'auteur, c'est que, en fait, c'est une personne qui est globalement en situation d'avantage à plus d'un niveau. Et ça transparaît typiquement par ce qui vient d'être dit et par ce qui a été dit à plusieurs moments dans l'ouvrage, en fait. Donc, ouais, enfin voilà. Nous, on paye le dentiste des fachos et on vient pas pleurer. Voilà, exactement. Exactement. Sachant que la moitié du temps, les fachos en question font tout pour faire de l'évasion fiscale et donc du coup, en fait, ne payent rien du tout. Hein. Mais bon, bref. Anyway. Nous, on leur paye quand même les prestations sociales, ceci dit, mais niquez-toi. Hein. Bref. On se comprend, on sait. On sait, hein. PTDR, la Suisse, qui a une assurance libérale qui est plus proche des USA que de la France, donc bon, oui, voilà. Et en plus, encore une fois, tout prend en compte, là, le cadre français, et uniquement le cadre français, qui n'est pas un cadre largement répandu. À plein d'endroits, c'est juste niquez-vous et allez vous faire mettre, quoi. Et du coup, ça, il faut pas l'oublier. Les personnes trans sont pas juste des personnes trans, blanches, sur Paris, et plutôt bourgeoises et blanches, en fait. Enfin, voilà, à un moment donné, faut sortir de ce petit point de vue-là aussi, quoi. Donc bon, bref. Perso, tout mon parcours est payé par la Sécu. Et tant mieux. À plus d'un niveau, tant mieux. Justement, les soins dentaires sont un gros marqueur de classe sociale, vu que c'est un secteur énormément sujet à des surcoûts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Fred. Très très vrai ce que tu dis. Je reprends. Le second se poursuit auprès des praticiens, décidément à chaque fois je vais dire patriciens, alors que c'est pas du tout la même chose. Le second se poursuit auprès des praticiens en libéral en France ou dans d'autres pays. Le remboursement est alors très partiel, voire nul, dans les cas des chirurgies réalisées à l'étranger. Un truc aussi que je pense, encore une fois, je vais réagir du coup à ce que dit Pazifae, quand elle nous dit perso, tout mon parcours est payé par la Sécu. Faut pas oublier, elle l'a dit aussi, hein, mais voilà, je préfère le repréciser. Faut pas oublier que le parcours d'une personne trans par rapport à une autre personne trans n'est pas le même. Là où certaines personnes ont la chance d'être dans des régions qui prennent en compte, qui prennent en charge, qui valident le parcours, qui soutiennent, à plein d'autres endroits, c'est pas le cas. Où du coup, les coûts viennent aussi parce que justement, l'administration, les institutions refusent de reconnaître que vous êtes une personne trans, refusent de soutenir votre projet, en fait, refusent de vous accorder du soutien, voire vous mettre activement des bâtons dans les roues. Et ça, il faut pas l'oublier non plus. Ça, il faut pas l'oublier non plus que même en France, toute personne qui fait un parcours de transition ne fait pas le même parcours de transition. Pour plein de raisons contextuelles. Et ça fait que vraiment, c'est très bien quand on a la chance d'avoir un parcours qui est payé par la Sécu, ça se passe bien.
Faut pas oublier que malheureusement, ça relève plus d'une exposition, on va dire, particulière, plus d'une exception particulière, qu'une réalité largement répandue pour la plupart des personnes. Voilà. Typiquement, Pazify nous dit oui, je suis malheureusement une exception. Et Fred d'ajouter moi, je dois sortir de la thune pour le laser et ne pas être totalement pris en charge. Et plein de copains n'ont pas la possibilité de se faire rembourser de laser parce que personne veut prendre en charge l'ALD dans ces villes. Voilà. Oui, je sais, j'ai précisé justement que tu l'avais déjà dit, mais voilà, pour faire un focus aussi qui soit très clair pour les personnes qui sont là en train d'écouter, sans forcément lire le chat, ou pour les personnes qui sont tout simplement sur YouTube à écouter la VOD. Voilà. Faut bien entendre qu'encore une fois, un parcours de transition n'est pas unique, n'est pas semblable. Il y a énormément de disparités. Vraiment, énormément de disparités. Oui, tout à fait. Je reprends où j'en étais. J'ai vu le marqueur de VOD, je vais juste pousser un tout petit peu pour arriver sur une partie qui se coupe un peu proprement. Ouais, pas tout de suite. Je vais m'arrêter à la fin du paragraphe. Donc, j'en étais à un tiers des personnes ayant effectué au moins une opération sur les organes génitaux, stérilisation et ou réassignation, sont passées par le protocole public, soit partiellement, soit entièrement. Les 2 autres tiers ont eu recours à leurs frais à un parcours exclusivement privé et ou à l'étranger. Les chirurgies de réassignation sont coûteuses. Il faut compter près de 15 000 € pour une vaginoplastie et au moins le double pour une phalloplastie. Le type de circuit médical dépend ainsi du capital financier. Seuls ceux et celles qui ont les moyens peuvent choisir leur praticien sur ce que Arnaud Alessandrin appelle le marché des transitions. Et là, j'attire l'attention sur un autre élément. D'où viennent tes chiffres ? Sur quelle base ils sont faits ? Parce qu'en fait, tu as un tiers des personnes qui ont effectué donc une opération sont passées par le protocole public, au moins partiellement, et 2 tiers par un parcours privé, etc. Très bien. Sauf que tes stats de base, elles sont basées sur qui ? Les stats de base, aussi, des personnes qui ont fait une opération, c'est combien par rapport aux personnes qui n'ont pas fait d'opération et qui pourtant sont quand même dans un parcours de transition, vous voyez. Il y a plein de trucs à prendre en compte et qui, ne sont pas forcément explicités, et ça, il faut y faire attention. Parce que les chiffres, concrètement, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Un chiffre, c'est très joli, mais ce qui compte, c'est le contexte, en fait. Voilà. D'où viennent les chiffres ? Alors, les chiffres, ils sont basés sur un corpus de 300 témoignages, plus une trentaine que l'auteur a fait en entretien de 3 à 5 heures. Voilà. Il y a quelques notes de bas de page, mais pas beaucoup plus que ça. Là, en l'occurrence, donc c'est l'enquête de l'INSERM. INSERM qui donc a un échantillon qui est de 300 personnes. Et encore une fois, cet échantillon de 300 personnes, il faut aussi se poser la question de il vient d'où ton échantillon ? Comment est-ce qu'il a été fait ? L'INSERM qui produit ce genre d'échantillon, c'est une institution. Une institution où du coup il y a des gens, et notamment dans les milieux qui sont les milieux minorisés, les institutions ne sont pas très bien vues, pour des raisons relativement évidentes. Donc du coup, qui répond à ce genre de demande ? Qui répond à ce genre d'enquête ? Très généralement, ce qu'on constate, c'est que dans les populations marginalisées, quand ce sont des études qui se font sur les populations marginalisées, ce sont les personnes qui, dans ces milieux marginalisés, sont les plus à l'avantage. Par exemple, capital social, capital culturel, capital monétaire, etc., etc. Et donc ça, ça fait que tu n'as pas des résultats qui sont forcément très représentatifs de ta population. Parce que, en fait, tu n'as que le haut du panier élitiste de ta population, qui du coup n'est pas très très représentatif. Et ça, il faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Dans le cas de la psychologie sociale, je vous ai déjà fait un petit focus là-dessus quand on a fait des lives sur la psychologie sociale. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, environ quelque chose comme 80 à 90% des études en sciences sociales sont produites sur des échantillons de population, sur des échantillons de gens qui sont principalement des gens entre 20 et 30 ans étudiants en faculté. Non, effectivement, c'est pas super représentatif du peuple. Et j'ai oublié un élément, généralement cette population est une population occidentale. Et dans une très large majorité, une population occidentale blanche. Non, c'est pas très représentatif du peuple. Non, c'est pas très représentatif de ce qui se passe sur la globalité du globe.
Ça, il faut pas l'oublier. Faut jamais, jamais l'oublier. C'est un biais qui a un impact phénoménal dans les recherches et dans ce qu'on produit comme recherche. Et vraiment, il faut pas le zapper, ça. C'est un truc qu'il faut entendre, qu'il faut écouter et qu'il faut prendre en compte. Et ça se traduit là, typiquement aussi, sur un échantillon de 300 personnes, qui est en fait un échantillon fait par un institut, et qui du coup n'est peut-être probablement pas très représentatif, surtout quand c'est fait par rapport à un échantillon de population qui est français. À plus forte raison. Est-ce que l'échantillon des personnes trans en France est très représentatif des vécus et des parcours trans du reste de la population trans globale, mondiale? Il y a des chances que non. Donc, et déjà, rien que cet échantillon français-là, est-ce qu'il est très représentatif des échantillons de la population trans française? Très probablement pas non plus, pour plein de raisons différentes. Donc, encore une fois, ça pose un très gros problème. Et ça, il faut pas le zapper. Petite fougère de YouTube. Fin de VOD sur cette séquence de lecture. On va continuer, mais pour cette fois-ci, c'est fini. J'espère que tu as apprécié quand même la lecture, commenté, que tu y trouves un intérêt. Encore une fois, j'essaye d'avoir un ton plus posé que lors des 2 premières VOD, pour pas tout simplement proposer un contenu qui est pertinent, réflexion qui vous permet de vous poser des questions, de creuser des choses, d'être en accord ou pas, etc. Donc voilà, des bisous, à très bientôt, ciao ciao ciao.